merveilleuse conférence et je ne sais pas si certains d'entre vous veulent poser des questions. Est-ce que c'est possible? Nous avons encore quelques temps. Oui, oui. En vous écoutant, je me disais que ces artistes, ces poètes ont vraiment travaillé dans des conditions qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas du tout. Et je me demande un peu lesquelles, pour essayer de mieux voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était leur public devant qui ils produisaient leurs œuvres? Et deuxièmement, est-ce qu'entre eux, ils s'inspiraient, se rencontraient ou non? Excellente question. Et je vous remercie de me l'avoir posée, ces hommes politiques. Effectivement, alors, donc, les conditions de création et de diffusion des œuvres dépendent de l'époque, de la forme littéraire, de la région, etc. Il y a une poésie urbaine, par exemple, au XIIIe siècle. Si je reviens à mes troubadours, eux vivaient dans une société qui était plus une société castrale qu'une société urbaine. Il y avait dans le Midi quelques grandes villes, Toulouse, Montpellier, mais c'était surtout des châteaux. Et ce qui est très frappant, c'est que ces troubadours allaient de château en château. Leur public était le public du château, c'est-à-dire le seigneur du château, son épouse, ses écuyers, les dames, les suivantes de l'épouse. Quand c'était un château important, les chevaliers qui formaient à la fois la cour et la garnison du château, etc. Et ce qui est remarquable, alors certains de ces troubadours étaient eux-mêmes de très grands seigneurs. Le premier d'entre eux est le plus grand seigneur d'Europe à l'époque, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. D'autres étaient de petits seigneurs, des seigneurs moyens, des bourgeois, des jongleurs qui s'étaient hissés au rang de troubadours, des troubadours déclassés qui devenaient jongleurs, etc. Et ils formaient une sorte de milieu littéraire extrêmement dense, alors même que cela s'étendait sur toute l'étendue de la Languedoc, qui était plus, la frontière linguistique était plus au nord que maintenant, donc était le Poitou, l'Auvergne, ça allait jusqu'à au sillon rhodonien, ensemble la vallée de la Saône, ça longeait la vallée de la Saône et du Rhône, ça franchissait le Rhône un peu au sud de Lyon, enfin, mais là c'était du franco-provençal, ça englobait la Provence et puis les Pyrénées, enfin c'était gigantesque. Or, ils voyageaient sans arrêt, ils se rencontraient, ils se connaissaient, et alors que nous connaissons des centaines, enfin 400 ou 500 troubadours, et que nous avons des milliers de poèmes de troubadours, nous avons l'impression qu'il n'y a pas un seul poème qui ne réponde pas à un autre, qui ne reprenne pas en le modifiant son schéma métrique, qui ne reprenne la même idée en la raffinant, qui ne disent le contraire. Et il y avait aussi des poèmes dialogués entre troubadours et plus tard entre trouvères en France du Nord et en Languedoc, parce que dans la civilisation urbaine de la France du Nord, il y avait des sociétés poétiques où c'était facile à organiser, des jeux partis. Un premier poète pose une question, généralement de casuistique amoureuse, à un autre poète, dans la première strophe. Et l'autre répond dans la deuxième strophe. Alors le premier a l'avantage de la question posée et de la forme poétique qu'il impose, puisque l'autre doit répondre dans la forme qu'il a imposée. Mais l'autre a le choix de la réponse. Et ça peut être de toutes sortes, ça peut être bizarre ou scabreux. Qu'est-ce que vous préféreriez, me voir sortir de chez votre petit ami au moment où vous arrivez, ou me voir y entrer au moment où vous en sortez? Qu'est-ce que vous préféreriez, que votre bien-aimé vous accorde ce soir les faveurs ultimes et ensuite ne vous aime plus jamais, ou bien qu'elle vous aime tendrement toute sa vie et toute la vôtre, mais sans jamais rien vous accorder? Ce genre de choses. Donc il se livrait à ces jeux. Il y avait des rencontres entre troubadours. Il y en a eu une dans le château de Puyvert, on ne sait pas de quel château de Puyvert il s'agit,
où les plus grands poètes du temps, Bernard Ventadour, Peyre d'Auvergne, Jérôme Corneille, etc., se sont rencontrés, et il y a un poème de Peyre d'Auvergne où il classe les troubadours, ses confrères que nous connaissons, en se moquant de chacun. Et puis il dit que c'est lui le mieux, naturellement, en expliquant pourquoi. Mais il y avait une vie littéraire très intense, et alors ces poèmes étaient diffusés, ou bien le troubadour allait les chanter lui-même de château en château. Quand il avait les moyens, il avait un jongleur à son service. Alors le jongleur apprenait la chanson, puis lui disait maintenant tu vas en Limousin, tu vas chanter la chanson, et où on les copiait sur des petits rouleaux de parchemin qu'on appelait des relais, d'où ça s'est fait ensuite pour les différents, pour les personnages au théâtre, et d'où le mot de rôle au théâtre. Ça c'est la partie qui est sur un relais. Et ces poèmes nous sont conservés parce qu'ils ont été recopiés, mais beaucoup plus tard, à la fin du XIIIe et la première moitié du XIVe siècle, dans des manuscrits magnifiques d'ailleurs, qui ont presque tous été copiés en Italie du Nord, généralement en Vénétie. Parce que les Italiens admiraient tellement cet art des troubadours que même écrivant en Languedoc, et comme on le fait quand on est un peu à l'extérieur d'un milieu de ce genre, ont essayé systématiquement de le conserver en faisant copier ces manuscrits. De même que le premier traité d'art poétique de Troubadour a été écrit non par quelqu'un dont la langue d'oc était la langue maternelle, mais par un Catalan, Raymond Vidal de Bessel. Enfin, je l'égare. D'autres questions? Oh, c'est sans obligation de sanction. Moi, j'avais une question peut-être qui est teintée par mon métier, puisque je suis aussi physicien. Oui, je prends. Voilà. Et donc, je me demandais, parce qu'au XXe siècle, il y a des poètes comme Saint John Perse qui ont essayé de rapprocher leur rôle de poète et le rôle de scientifique, comme Einstein, par exemple. Et en essayant d'expliquer que la poésie pouvait être un moyen de connaissance, en quelque sorte. Est-ce que cette idée peut se trouver aussi dans la poésie médiévale, ou est-ce qu'elle est totalement étrangère? Oui, alors, oui et non. Dans le cas de Saint John Perse, il faut bien dire que le rapprochement est un peu artificiel. Ça arrive à la fin du discours de Stockholm, alors bon, c'est très impressionnant, et la poésie de Saint John Perse joue de l'érudition d'une certaine façon. Bon, voilà. Mais vous avez raison, c'est qu'il y a l'idée, mais je dirais moins chez Saint John Perse que chez mon maître et ami Yves Bonnefoy. L'idée que la poésie est essentiellement non conceptuelle, donc elle est un moyen d'atteindre l'essence des choses et l'être lui-même par une autre voie que celle du raisonnement conceptuel. Ça, c'est une idée vraiment moderne. Je ne peux pas dire que les époques anciennes n'ont pas eu cette idée sous cette forme, mais ont eu l'idée que... Alors, ont eu deux idées. D'une part, non, ça c'est pas une idée, c'est une constatation, que la poésie a un sens beaucoup plus extensif qu'aujourd'hui et qu'il y a une abondante poésie scientifique. Les présocratiques sont des poètes. Lucrèce est un poète. Au Moyen-Âge, il y a une abondante poésie scientifique en latin, généralement. Et d'autre part, il y a, et alors là ça se rapprocherait plus de ce que vous dites, le rôle que joue au Moyen-Âge l'allégorie. Pour nous, l'allégorie est pauvre et ennuyeuse. Mais le Moyen-Âge ne la voyait pas comme cela. Et le fait de faire appel à des personnifications des instances de la conscience est pour eux un moyen d'investigation qui permet de rendre compte de mouvements, de réalité psychique ou de mouvements de l'âme, je ne sais pas comment dire,
qui sont trop compliquées ou trop subtiles pour pouvoir être analysées ou décrites directement. Et alors, on a recours à la poésie. Et enfin, alors, une réponse, mais là encore ambiguë à votre question, mais qui est explicite, c'est le cas de Boès, oui, dans cette œuvre, donc, Boès, qui, au VIe siècle, était une espèce de premier ministre du roi Théodoric de Ravenne, donc un roi goth tout à fait romanisé, le fameux mausolée de Théodoric à Ravenne, que tout le monde connaît, mais Boès était imprégné de culture grecque, servait d'ambassadeur, de négociateur avec l'empereur de Constantinople, l'empereur romain d'Orient, en somme. Il a fini par devenir suspect à Théodoric, il a fait emprisonner, torturé, il est resté longtemps en prison, et il a fini par être mis à mort. Et dans sa prison, il a écrit un prosimètre, en latin naturellement à l'époque, rien que ça, un prosimètre, c'est-à-dire une œuvre qui alterne les parties en prose et les parties en vers, qui s'appelle La Consolation de philosophie, et qui est une œuvre absolument magnifique, même vraiment magnifique, et qui a exercé au Moyen-Âge une influence immense. Et au début, il dit, voilà, qu'il est dans sa... Je suis dans ma prison, et arrive une dame, et autour de moi, il y avait les muses qui essayaient de me consoler. Et arrive une dame, ni trop petite, ni trop grande, ni trop vieille, ni trop jeune, enfin, une dame qui incarne la mesure. Et cette dame, c'est Philosophie. Et Philosophie lui dit, mais que font autour de ton lit ces petites putes de théâtre? Jamais la poésie ne pourra te consoler, seul moi, Philosophie, je peux le faire. Mais, et alors, le reste de l'œuvre, c'est la consolation que lui apporte Philosophie. Mais cette consolation est effectivement philosophique, mais elle est également poétique, puisque l'œuvre alterne les passages en prose et les passages en vers, et l'œuvre est une œuvre philosophico-scientifique intégrant d'influence platonicienne. On ne sait pas, Boès était théoriquement chrétien, ça ne paraissait pas trop, enfin, il est plutôt néo-platonicien, mais voilà, il y a une réflexion sur, d'abord sur la philosophie de la nature, et la contemplation de la nature et de ses phénomènes invite à se soumettre à l'ordre des choses et à accepter son destin, même dans la situation qui est la sienne. C'est la leçon de l'homme. Ouais, excusez-moi, à chaque fois je suis trop long. Je ne sais pas si plus personne ne peut poser de questions. Et dans ce cas-là, je crois qu'on peut remercier une fois de plus le professeur Brun. Les applaudissements sont peut-être de courtoisie, mais je les interprète dans le bon sens et je garde mes cadeaux. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence des anciens qui aura lieu au printemps, à une date encore à déterminer. Et voilà, tenez-vous au courant. Bon.